Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie d'ouverture ce matin à l'hôtel Solux de Niamey de la 3e réunion du comité de pilotage du groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel, Garci Sahel. Au menu de cette rencontre, le renforcement des capacités de cette unité. Le compte-rendu de Ali Cissé et Ibrahim Abdou. Le Niger dans sa marche actuelle n'est pas épargné par le terrorisme dans la région de Difa et celle de Tillabéri. Cependant, les forces de défense et de sécurité de notre pays sont engagées à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Et c'est cet objectif qui est visé à travers le groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel dont le 3e comité de pilotage s'est réuni afin de renforcer les capacités de cette unité. Oleg Vouyama, chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne, a rappelé l'investissement qu'il compte poursuivre en vue de lutter contre le terrorisme. À ce moment, je souhaitais aussi remercier les différentes forces de gendarmerie européennes prenant part à cette action en partenariat avec leurs homologues des pays du G5, Sahel et du Sénégal, ainsi que le pilotage de cette action par la FIAP et la Guardia Civile espagnole. À cet égard, je me permets également de souligner l'importance et la participation de plusieurs instruments européens qui participent à cette action, y compris de EUCAP Sahel Niger, ainsi que d'autres, sur des sujets aussi importants que la question du genre, la question des droits de l'homme, ainsi que d'autres. Cela, pour nous, fait preuve d'une approche intégrée de l'ensemble des pays de l'Union européenne, de l'ensemble de nos instruments, de l'ensemble de nos moyens, afin de construire un partenariat. Depuis 2017, notre engagement, notre action ici a fait l'objet d'un engagement financier considérable de 67 millions d'euros depuis 2017. Suite à une récente décision d'augmenter cette contribution de 25 millions pour les pays du G5 Sahel ainsi que le Sénégal. Quant au colonel-major Salif Ouakasso, qui est le haut commandant de la gendarmerie, il a précisé les raisons de la tenue de la réunion du comité de pilotage. La réunion du comité de pilotage à laquelle nous assistons aujourd'hui est consacrée à l'unité Garci Sahel Niger, une autre unité phare de la gendarmerie nationale, qui tout récemment a fait ses preuves en ayant tenu tête et mis en déroute des terroristes dans la commune rurale de Sanam à Abarek, 45 km au nord d'Abala, site de son implantation. De par les échos sur les 6 pays bénéficiant du projet Garci, quoi qu'on dise, celui du Niger s'illustre comme le plus au point au regard du travail qu'il est en train d'accomplir. Plus que jamais, l'épisode vécu ne fera fléchir la détermination de nos hommes dans la lutte contre les forces du mal, troublant les populations de leur occupation quotidienne et saccageant les symboles de l'État dans les contrées lointaines du pays. Certes, un retard est accusé dans la réalisation des infrastructures, mais cela n'entame en rien l'engagement et le moral des gendarmes de cette prestigieuse unité. Enfin, selon le colonel-major Salif Ouakasso, l'enseignement tiré de l'installation de la première compagnie a permis de relever des points perfectibles, notamment en matière de mobilité nécessitant des véhicules adaptés au terrain. Au cours de cette 3e réunion du comité de pilotage du groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel, des encouragements ont été prodigués aux membres de l'unité Garci, dont 5 gendarmes avaient perdu la vie dans un accrochage le 12 octobre dernier. Lancement ce matin par Airtel Money et Orabank d'un nouveau service dénommé Liaison bancaire. Ce nouveau service vise à rendre la vie de la clientèle facile et agréable en lui offrant des produits et services innovants de grande qualité. Le compte-rendu de Nafis Zakou et Aboubakar Souley. La présente cérémonie marque le lancement de la solution liaison bancaire, fruit du partenariat entre Airtel Money et Orabank au profit des abonnés. En effet, cette liaison bancaire vise à améliorer l'accès et l'utilisation des services bancaires depuis le téléphone mobile du client, et c'est là, quelle que soit la situation géographique de ces derniers. Cette solution qui intègre la plateforme M-Koudi au système d'information bancaire d'Orabank Niger permet d'exploiter tous les services de téléphonie cellulaire mobile
en fournissant aux clients un service de distribution de monnaie électronique. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui nous permet d'accélérer la mise en œuvre de notre mission au service de l'inclusion financière. Ce partenariat, chers invités, reflète également la stratégie de digitalisation de notre groupe avec un accent de plus en plus fort sur la disponibilité des solutions les plus innovantes en matière de technologie bancaire. Après avoir salué l'initiative, le directeur général d'Airtel Niger a souligné l'importance de ce nouveau service qui, une fois activé, offre l'opportunité aux entreprises et autres commerces de digitaliser leurs services de paiement et ou de collecte de fonds. Désormais, tous les clients d'Orabank qui souscrivent à un nouveau service peuvent, depuis leur téléphone mobile, approvisionner leur compte Airtel Money à partir d'un compte bancaire chez Orabank, créditer leur compte bancaire depuis le compte Airtel Money, consulter le solde du compte bancaire et effectuer des mini-relevés des dernières transactions. Avec ce service, votre banque Orabank devient désormais mobile, donc très proche de sa clientèle. En activant ce service, faites de votre téléphone votre banque et votre banque vous suivra partout. Ce service est un autre grand pas franchi dans la promesse faite à notre clientèle de toujours lui rendre la vie facile et agréable en lui offrant les produits, les services innovants et de grande qualité. Pour une bonne compréhension de la solution liaison bancaire, une campagne d'information et de sensibilisation sera conduite par Airtel Money et Orabank pour informer davantage les clients. La signature de la convention par les deux entités et une photo de famille ont marqué la fin de cette cérémonie. Clôture ce jeudi en fin de matinée de la formation de chirurgie de guerre organisée par la Faculté des sciences de la santé et le CICR. Une formation destinée à 35 médecins inscrits à l'université de Niamey et autres venus des régions du Niger. Le compte-rendu de Hamza Sakou et Halid Bouraima. Dans le souci d'approfondir les connaissances des chirurgiens et partager leur expérience dans le domaine, une formation de 8 jours a été organisée par la Faculté des sciences de la santé de l'Université Abdou Moumouni de Niamey avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge sur la chirurgie de guerre. Nous sommes en train de former la 3e promotion et vous savez que le contexte régional impose à ceux qui est cette formation. Donc nous avons une guerre qui nous a été imposée. Et c'est pour cela que le CICR a fait, en accord avec le CAMES, ont proposé cette formation dans les facultés des sciences de la santé. Donc vous avez vu au décours de cette formation, vous êtes outillés pour apprendre à prendre en charge les grands blessés de guerre. Le CICR a déjà appuyé la faculté des sciences de la santé dans la recherche. Le CICR a financé une thèse de médecine pour les blessés de guerre en région de Difa qui a déjà été soutenue. Donc vous avez vu que nous avons une forte collaboration avec le CICR. À la sortie de cette formation, les récipiendaires n'ont pas manqué de manifester leur sentiment de satisfaction. Il faut dire que chaque chirurgien, surtout dans notre contexte, doit pouvoir bénéficier de cette formation. C'est une formation indispensable parce que les blessés de guerre vont venir, parfois en masse. Et puis, s'il n'y a pas de blessés de guerre, ça va nous servir en cas d'accident de la voie publique massif. C'est toujours le même principe qui peut être appliqué. Et le but, c'est de sauver un grand nombre de vies. La majorité des patients vont avoir la chance d'être sauvés si en pré-hospitalier, comme on le dit, ils ont été correctement pris en charge. Et c'est le but, justement, qu'on puisse être outillé pour qu'on puisse prendre correctement ces patients qui ont besoin d'une aide d'urgence. Donc si le médecin ou le chirurgien n'est pas outillé, la prise en charge risque d'être ratée. Cette formation est utile pour tous les médecins, mais également pour les paramédicaux. Parce que nous sommes en fait une équipe. Quand on prend les malades en charge, c'est toute une équipe qui prend le malade en charge. Donc elle est utile dans la prise en charge des malades, surtout si on regarde le contexte actuel du Niger. On est
plus ou moins pris en sandwich par plusieurs conflits de la sous-région. Donc on va avoir sûrement beaucoup de patients qui vont venir, des blessés de guerre. Mais en fait, cette formation permet de prendre en charge tous les malades, pas seulement les blessés de guerre, mais également tous les afflux massifs de patients dans un centre hospitalier. À la fin de cette formation qui intervient dans un contexte où le Niger est engagé contre le terrorisme, les participants ont reçu des attestations. Clôture hier après-midi de l'atelier national conjoint de planification humanitaire 2020 pour le Niger. L'atelier organisé par la coordination humanitaire des Nations Unies a permis l'élaboration des stratégies au niveau des différents secteurs. Le compte rendu. Après 2 jours de réflexion visant la planification humanitaire au Niger pour 2020, il ressort que la cible globale pour cette année est de 1,9 million de personnes. Il s'impose donc une priorisation des besoins identifiés dans tous les secteurs, a martelé la coordinatrice humanitaire par intérim dans son discours. Nous voici au terme de 2 jours d'une réflexion intense qui nous ont permis de jeter conjointement et de façon inclusive les fondamentaux de la réponse humanitaire et du plan de réponse spécifique aux besoins des réfugiés dans le cadre du plan de réponse régional pour les réfugiés. Nous avons ainsi ensemble convenu de l'architecture de nos stratégies au niveau des différents secteurs. Vous avez porté une réflexion critique sur l'articulation entre les stratégies humanitaires avec celles du développement, en passant par le renforcement des capacités de résilience des personnes vulnérables assistées. Notre cible globale pour 2020 est de 1,9 million de personnes, contre 1,6 million de personnes en 2019, soit une augmentation de 300 000 personnes, représentant une hausse de 20%. Les acteurs intervenant dans le secteur du champ humanitaire ont discuté des projections et des stratégies pour 2020 autour de plusieurs axes, ce qui fait réjouir le secrétaire général de l'action humanitaire en clôturant les travaux de ces assises organisées par la coordination humanitaire des Nations Unies au Tchad. Je retiens de la présentation qui vient de nous être faite des conclusions de vos travaux que notre action pour 2020 concernera tous les acteurs et sera axée autour de plusieurs axes. Sauver des vies, réduire les vulnérabilités, renforcer la résilience, assurer le nécessaire lien entre humanitaire et développement. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus suggèrent également, à elles seules, de la qualité des contributions des uns et des autres, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je me réjouis donc des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux, ce dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes. Cette exigence légitime a pour objectif d'identifier les facteurs pouvant contribuer au développement de nos capacités afin que nos structures étatiques soient à même d'assumer leur rôle pour des interventions plus cohérentes, mieux coordonnées et beaucoup plus efficaces. Les conclusions de cet atelier conduiront à l'élaboration de 3 types de documents de planification pour 2020 et qui portent respectivement sur l'aperçu global des besoins humanitaires, sur le plan de réponse humanitaire et sur le plan de réponse régional pour les réfugiés. Les réactions fusent de partout sur l'affaire Dr Dillé qui a fait des dénonciations sur les évacuations des malades du cancer. Malgré les tentatives d'explication du directeur général de l'hôpital national de Niamey et du secrétaire général du ministère de la Santé, les Nigériens ne sont pas convaincus. Affaire Dr Dillé, c'est dans ce dossier signé Hassan Saleh Mustafa. L'affaire Dr Dillé est loin d'être bouclée. Les Nigériens restent toujours sur leur soif. Les responsables du secteur de la santé publique mobilisent toutes les énergies pour convaincre les Nigériens, mais en vain. Le directeur général de l'hôpital national et le secrétaire général du ministère de la santé publique ont tous raté leur sortie médiatique. Ils ont manqué des arguments convaincants pour contredire les propos du docteur Dillé qui a dénoncé les irrégularités dans le processus d'évacuation des malades du cancer. Et pourtant, les faits sont là.
J'ai été jusqu'au Maroc, on m'a évacué. L'évacuation n'a rien servi parce que quand j'ai été, l'État a investi 21 millions, la cause pour laquelle le docteur Dile est en train de se battre. Voilà. Il faut que ça soit clair. Moi, j'ai entendu parler de ça et quand on l'a blâmé, vraiment, je sais au jour de la résurrection, Dieu va m'interpeller si je n'interviens pas. Les gens sont en train d'arnaquer les gens. L'État du Niger et les malades du cancer faisant semblant d'envoyer les gens à l'étranger pour les traiter alors qu'on n'est pas en train de traiter les gens. Moi, je suis une personne qui a été victime. Je suis témoin oculaire de la chose. Je suis venu le mois passé. J'étais venu ici le 2 septembre. J'ai été pour une radiothérapie. Et la radiothérapie n'a pas été faite. Ils n'ont même pas d'autorisation. La clinique privée dont ils m'ont envoyé n'a même pas de radiothérapie. Dans leur communication, ni le DG de l'hôpital national, ni le secrétaire général du ministère, aucun d'entre eux n'a fait cas de ces irrégularités. Ils ont surtout insisté sur la résiliation du contrat du docteur avec l'hôpital national et les médecins spécialistes du cancer au Niger. Ces chirurgiens sont répartis comme suit. Hôpital Amir Boubacar Diallo, 16 chirurgiens. Maternité Issa Gazoubi, 17 gynéco-obstétriciens. Hôpital national, 27. Hôpital général de référence, 9. Hôpital national des Anders, 7. Sans compter que les chirurgiens des 8 centres hospitaliers régionaux et les gynécologues des 7 centres de santé de la mère et de l'enfant opèrent également les cancers. Mais pour le syndicat national des médecins spécialistes du Niger, le secrétaire général du ministère de la Santé publique n'a pas dit vrai sur le nombre de médecins chirurgiens oncologues. Le Niger en dispose 2, précise le SMES. Pour votre information, le Niger ne dispose que de 2 chirurgiens détenteurs du diplôme d'études spécialisées en chirurgie oncologique, appelé chirurgie des cancers, dont Dr Dile. Cette affaire dont les Nigériens veulent voir clair là-dessus a suscité des vagues de réactions. Quand même une spécialiste et je suis heureux que c'est pendant que le Niger est en train de vouloir ouvrir un centre de lutte anti-cancer et dont nous souvent nous bombons le torse pour dire que c'est un centre qui doit être régionalement connu et qui doit même recevoir des malades au niveau de la sous-région. C'est en ce moment qu'on décide de résilier le contrat de prestation d'une spécialiste de la chose. Je pense que nous ne devons pas même pas en tant que défenseurs de droits humains, nous devons faire parler la raison. Le ministre de la Santé est interpellé et à travers lui le gouvernement pour que cette dame-là, qui a été formée pour le Niger, pour soigner les Nigériens, pour que cette femme-là puisse revenir et continuer à suivre ses patients et à soigner d'autres qui vont venir, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut, il n'a accès qu'à elle. Vraisemblablement, cette affaire dite affaire Dile reste sous les oreillers de certains responsables du secteur de la santé qui peinent à prouver le contraire des allégations faites par Dr Dile sur les évacuations des malades du cancer à l'extérieur. Célébration ce jour 24 octobre de la journée mondiale de la vue, une journée au profit des personnes ayant un problème de vision pour recevoir des consultations et opérations gratuites. Le reportage est de Asama Oseidou et Sadoudoumi. Réduire le problème de la cécité dans le monde entier en général et le Niger en particulier, c'est le but de la célébration de la Journée mondiale de la vue. Cette année, elle est célébrée sous le thème « La vue d'abord ». C'est particulièrement dans le cadre de la cécité à mobiliser la communauté nationale et internationale autour des problèmes de cécité. Donc vous savez que dans le monde, il y a 4 à 50 millions d'aveugles, plus de 170 millions de personnes qui souffrent de déficience visuelle. Donc cette journée, ce sont des journées portes ouvertes qui consistent à attirer l'attention de tout le monde sur les problèmes de comment préserver la santé de la vue, comment lutter contre les maladies cécitantes. Vous savez que 80% des cécités sont curables et ou traitables. C'est-à-dire que si vous avez la cataracte, on vous opère, vous retrouvez la vue, ainsi de suite. C'est le trachome
c'est une cécité carrément évitable. On ne peut même pas attraper le trachome. Le glaucome, vous savez qu'en matière de glaucome, tout ce qui est perdu, donc il faut se lever tôt pour commencer à être mis sous traitement pour préserver le peu de vision qui reste. Le diabète, il faut être bien traité pour ne pas avoir la complication qu'on appelle la rétinopathie diabétique, puisque le diabète abîme l'œil, ainsi de suite. Et il y a surtout le trouble de réfraction. Il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à partir à l'école parce qu'ils ne voient pas bien, il leur faut simplement des lunettes. Les bénéficiaires de ces interventions ne cachent pas leur joie. Je veux bénéficier tout de suite. C'est mon tour d'entrée après. Donc on va m'opérer l'œil gauche. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie, hein, parce que ces cataractes-là, ça fait 3 ans à peu près que j'ai négligé. Et donc vraiment, on m'a fait venir ici. C'est de Lamordé, l'hôpital Amirou Djibo. C'est de là-bas qu'on m'a envoyé ici. Et maintenant, donc, je vais bénéficier de l'opération. La journée mondiale de la vue est célébrée le 2e jeudi du mois d'octobre. Une journée qui offre chaque année à la population l'occasion d'être mieux sensibilisée et de s'engager davantage à garantir à tous le droit à la vue. La vue, un des 5 organes de sens par lequel on perçoit la lumière, les couleurs et l'apparence extérieure des objets. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.